Donc, je me présente, Serge-Olivier Paquette. Je suis chercheur en intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité. Donc, j'ai deux petits disclaimers avant de commencer. Un, je ne suis pas un expert en cybersécurité à proprement parler. Donc, si vous avez des objections, des commentaires ou des rectifications à me faire, je vous prierai de ne pas souffrir en silence puis de venir me les faire à la fin pour qu'on puisse s'améliorer. Deuxième disclaimer, la conférence a été pensée en anglais. Mon travail se fait essentiellement en anglais parce que le machine learning puis la cybersécurité sont généralement plus faites en anglais. Mais on a traduit la conférence. Ça se peut que je réfléchisse en anglais et que j'utilise des mots anglais. Si jamais vous êtes offusqué par ça, je vous demanderai de souffrir en silence. On est au Québec, on parle au Québec. Donc, je vais quand même faire un effort généralement pour mettre de l'avant le français. Donc, le but de la conférence, c'est d'introduire quelques concepts qui sont super intéressants. Puis c'est des fruits d'une recherche que nous, on a faite à l'interne chez Delve. Juste, c'est pas un vendor talk, là. Je vais faire un petit contexte. Delve, c'est une entreprise qui a été fondée par des anciens pentesters et des chercheurs en intelligence artificielle. Et ce qu'on fait, c'est qu'on scanne les réseaux d'entreprise pour trouver des vulnérabilités, puis ensuite prioriser ces vulnérabilités-là en fonction du contexte de l'entreprise. On va voir, ça va se construire au fur et à mesure du talk. La raison pour laquelle on veut automatiser l'intuition des pentesters. Puis c'est ça. Ce qu'on va voir en ordre, finalement, on va voir le problème de surcharge des données lorsqu'on fait des tests d'intrusion. Généralement, en début de mandat, les auditeurs, les pentesters, vont scanner des grands réseaux d'entreprises, vont trouver des centaines, des milliers d'actifs. Puis, après plusieurs années d'expérience, ils deviennent extrêmement bons pour. Mais là, je suis vraiment en train de vendre le punch de la conférence. Je vais me taire maintenant. Après avoir expliqué ce problème-là, on va discuter des bases de l'apprentissage machine. Puis, de manière assez méta, là, on ne va pas faire de maths trop, mais l'idée, c'est que les gens qui n'ont pas de base en intelligence artificielle puissent comprendre, grosso modo, c'est quoi l'idée derrière l'apprentissage machine. Ensuite, on va voir la sous-classe des algorithmes d'intelligence artificielle qui nous intéresse, donc la détection d'anomalies et l'apprentissage non supervisé. Puis ensuite, on va voir l'outil qu'on a développé à partir de nos recherches, puis qu'on a open sourcé. En fait, on le release aujourd'hui. Vous pourrez aller voir sur GitHub, qui s'appelle Batea, puis qui vient autonomiser le processus de gold nuggeting qu'on va définir plus tard. Donc, allons-y. On va commencer avec une petite introduction métaphysique pour expliquer le problème. Donc, au départ, il y avait un réseau. Et nonobstant, un réseau massif, parce que c'est les réseaux massifs qui nous intéressent, votre réseau domicile, on s'en fout. Vous regardez votre Nmap, s'il y a 6 à 7, c'est pas très intéressant. Petite note, je veux dire actif à plusieurs reprises dans la présentation. Un actif, c'est n'importe quoi qui a une adresse IP qui est reachable par Nmap. Donc, ça peut être un device IoT, un workstation, un serveur, n'importe quoi qui a une adresse IP. Donc, voilà. Au départ, il y avait un réseau, puis notre testeur d'intrusion va rouler un Nmap sur son réseau. Je prends en considération que les gens savent c'est quoi Nmap, sinon, il faut aller voir, c'est pas mal le couteau suisse des gens de sécurité de manière générale. Donc, on va scanner le réseau, ça va sortir l'information sur chacun des ports. Puis, assez rapidement, quand on finit par utiliser Nmap de manière régulière, on se rend compte qu'on peut ajouter des flags qui vont nous donner beaucoup plus d'informations. Puis, pour un même actif, on finit par avoir un overload d'informations, mais c'est toute l'information utile. Puis, bon, quand on a plusieurs actifs, comme dans un réseau d'entreprise type, puis comme je disais, un réseau d'entreprise peut facilement hoster 50 000 assets, 100 000 assets. Les gens qui font des pentests dans ces grosses entreprises-là savent exactement de quoi je parle. C'est impossible à gérer manuellement. Et pourtant, il faut gérer manuellement. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rapidement trouver les actifs juteux, puis on va définir ce que c'est juteux dans les réseaux massifs. Des actifs juteux dans des réseaux massifs, on appelle ça des gold nuggets. Nous, on a décidé d'appeler ça à l'interne des gold nuggets. Puis ça fait un. J'ai voulu le traduire pour être au Québec, mais pépite, ça fait pas un très bon verbe parce que nous, on fait du gold nuggeting, puis c'est dur de pépiter des pépites d'or. Donc, on va appeler ça des gold nuggets, puis on fait du gold nuggeting. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut faire ça rapidement? Bien, parce que tout le monde le sait, un pentester, ça coûte extrêmement cher. Donc, s'il faisait ça lentement, ça coûterait beaucoup trop cher à l'entreprise, puis ça ne scalerait pas.
Qu'est-ce qui fait qu'un actif est juteux? C'est là que tout est intéressant. L'actif, s'il y a de la valeur pour l'organisation, s'il y a un potentiel pour des attaques ultérieures, donc s'il nous permet de pivoter. Si, par exemple, là, je vais juste vous lire qu'est-ce qu'il y a sur les slides, vous êtes capable de le faire, mais l'idée, c'est que c'est extrêmement dépendant du contexte, puis c'est pas clair à la base qu'est-ce qui fait qu'un actif est intéressant. Par exemple, ça peut être une box Linux dans un range de workstation, où on va voir des exemples d'actifs juteux, puis comment les trouver. Mais il y a plein de facteurs qui rentrent en considération qui sont extrêmement difficiles à automatiser, et pourtant, c'est ce qu'on va faire. Puis, comment est-ce qu'on fait pour travailler dans un réseau massif? Les techniques traditionnelles que les hacker boys utilisent, c'est scroller les rapports Nmap. Ça ne scale pas quand on a 50 000 actifs. Puis sinon, grepper des choses en particulier. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on cherche. Et pourtant, les pentesters d'expérience sont capables de trouver des actifs juteux dans des réseaux massifs. Nous, on travaille dans les fondateurs de Delve, donc les gens avec qui je travaille, les experts du domaine, ils ont développé au fil du temps quelque chose comme l'intuition, puis c'est pour ça que l'introduction s'appelle introduction métaphysique, parce que c'est pas clair qu'est-ce que c'est l'intuition. Ils sont capables de voir at glance qu'est-ce qui sort du réseau. Donc là, on est allé chercher, parce qu'on est des scientifiques, on est allé chercher les définitions des meilleurs, des plus grands scientifiques, donc Herbert Simon, qui a gagné un prix Nobel d'économie, puis un Turing Award en intelligence artificielle, mais qui était un psychologue. Il nous a sorti une bonne définition, mais c'était trop compliqué. On n'a pas le temps dans les startups de lire des définitions comme ça. Donc on est allé sur Google. Puis finalement, l'intuition, c'est juste la capacité de repérer rapidement des éléments importants parmi une grande masse d'informations, donc skimmer l'information superflue. C'est exactement ça qu'on va aller faire, idéalement de le faire de manière automatisée grâce à l'intelligence artificielle. C'est pas un défi si simple que ça, il faut être ingénieux. Les problèmes qu'on a, c'est que l'intuition, ça vient avec l'expertise, puis l'expertise, mais c'est difficile à automatiser. C'est nonobstant très coûteux, comme vous le savez probablement tous. Si vous êtes étudiant, vous savez que si vous êtes donné bon, vous développez une expertise, vous allez être coûteux, donc faire de l'argent. Puis si vous êtes un propriétaire d'entreprise, vous savez que ça coûte très cher un expert. Puis, encore plus, la notion de pertinence d'un actif, c'est extrêmement dépendant du contexte. C'est ça le deuxième élément métaphysique qu'on va aller chercher. Donc, qu'est-ce que le contexte dans le contexte des tests de sécurité? C'est comme un pun intended. Le contexte, c'est l'utilisation spécifique de l'actif versus qu'est-ce qu'il devrait faire. Donc, par exemple, l'histoire de la box Linux dans un range de workstation, c'est pas évident pourquoi est-ce qu'elle est là. Le voisinage de l'actif, donc qu'est-ce qu'il y a sur le même subnet? Par exemple, un truc qu'on voit souvent, c'est qu'on a un subnet qui a des adresses IP qui sont émises par DHCP. Par exemple, entre l'octet 100 et l'octet 200, c'est distribué aléatoirement, mais on a 4-5 adresses IP qui suivent à la fin du range. C'est 245, 246, 247, 248. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? On ne sait pas encore, mais il y a quelque chose. Donc, c'est les relations avec les autres actifs sur le réseau. Là, maintenant, on arrive à l'étape supérieure, l'étape suivante, qui va mener à la suite de la présentation. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire pour nous? C'est une très bonne question. L'intelligence artificielle, on va dire apprentissage machine, est extrêmement efficace pour traiter des grandes quantités d'informations. On a besoin de ça parce que ça ne scale pas l'expertise. Puis, en travaillant avec des experts, on peut peut-être crafter un modèle qui va nous permettre de transférer cette expertise-là pour le bien de tous, disons. Eh bien, parlons-en de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un meme qui circule beaucoup dans mon cercle social, peut-être pas dans le vôtre, mais c'est quand même très drôle. Parce que ça nous a fait penser à une blague qui, elle, est très drôle. Si c'est écrit en R, le langage R, c'est des statistiques. Si c'est écrit en Python, c'est du machine learning. Si c'est un PowerPoint, c'est de l'intelligence artificielle. Et encore plus, si ça fonctionne, si ça sert à quelque chose, c'est du magiciel. Donc, notre deuxième section, notre introduction à l'intelligence artificielle, on va appeler ça élément d'ingénierie magicielle, parce que c'est vraiment de la magie. De la magie backée par des mathématiques. Donc, juste un petit peu de terminologie. Juste une petite seconde, je vais respirer.
J'avais oublié. C'est pas ma bouteille, ça. Mais c'est mon stage, fait que c'était bon. Donc, terminologie de base pour le machine learning, la population, c'est ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'on veut étudier. Généralement, c'est pas accessible aux scientifiques ou aux data scientists parce que c'est l'objet en soi. Tout ce qu'on a accès, c'est un échantillon de cette population-là. Mais encore de manière plus spécifique, c'est pas juste un échantillon, c'est une représentation, donc une donnée. Donc, c'est vraiment une projection de cet échantillon-là. Puis, qu'est-ce que les algorithmes de machine learning... Ah, merci. Qu'est-ce que les algorithmes de machine learning voudraient avoir? C'est une représentation numérique. Parce que les algorithmes de machine learning, c'est des maths. Même si on ne va pas dans les maths, c'est ça qu'ils veulent. Donc, reprenons. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du machine learning? On veut apprendre des faits sur une population, étant donné une représentation numérique d'un échantillon de la population. Ça, c'est vraiment des termes de statistiques de base, mais le machine learning, c'est des statistiques de base, juste avec un peu d'algorithme derrière. Donc, en réalisant une tâche, l'hypothèse, c'est qu'en optimisant une tâche sur une représentation numérique d'un échantillon d'une population, on peut généraliser ça au reste de la population. Puis le mot généraliser est super important parce que c'est une hypothèse de base de l'intelligence artificielle que c'est possible de le faire si si les données ont été, si l'échantillon a été généré par le même processus que le reste de la population. C'est quand même relativement profond. Là. Il y a plusieurs philosophes qui se sont posés la question si c'était possible de le faire. C'est pas encore réglé, mais il y a des entreprises qui réussissent à lever beaucoup de financement avec le fait que c'est probablement possible. Puis, idéalement, si on peut le faire de manière flamboyante, avec énormément de style, puis faire quelque chose d'utile, ben, on a réussi à faire de l'intelligence artificielle. Donc, dans notre cas, la population qui nous intéresse, c'est le réseau et éventuellement l'ensemble de tous les réseaux, donc les machines, les paquets IP, tout ce qui passe sur le réseau. C'est ça qu'on veut connaître. On veut apprendre des faits là-dessus. L'échantillon qu'on a, c'est qu'est-ce qui a daigné répondre à notre probe and map. Puis, donc, les devices qui ont répondu et les ports qui ont répondu, on sait très bien que ce n'est pas tous les devices qui répondent, puis ce n'est pas tous les ports qui vont répondre. Donc, on a un sous-ensemble de notre population. Puis, les représentations, il y a plusieurs niveaux de représentation. On peut avoir, par exemple, un objet qui représente un actif avec certaines informations. Puis, on peut aller de manière incrémentale vers une représentation numérique qui va être utile pour le machine learning. Donc là, par exemple, c'est tabulaire. On a chaque rangée va représenter un port avec l'information pour ce port-là. Puis si on veut aller à l'étape supérieure pour faire du machine learning, on va avoir une représentation matricielle. Donc là, c'est que des nombres. J'ai mis les colonnes parce que c'est utile pour comprendre de quoi on parle, mais éventuellement, c'est vers ça qu'on veut se rendre. Là, la raison pour laquelle je vous fais tout ça, c'est parce qu'après ça, je vais vous présenter Batea. Puis le but de Batea, de l'outil, c'est que tout le monde puisse l'utiliser, puis créer des représentations, puis améliorer l'outil. Donc, tout le monde peut devenir un ingénieur en machine learning. Bon, là, j'avais parlé de tâches. On veut optimiser une tâche. C'est quoi notre tâche? C'est du gold nuggeting. Ça, c'est pas un administrateur Unix, c'est un prospecteur d'or avec un outil qui est une panne, un gold pan en anglais, qui le vrai terme de gold pan, c'est Batea. C'est pour ça qu'on a appelé ça Batea, parce qu'on peut faire du gold nuggeting avec ça. On a voulu appeler ça gold digging, mais ça ne passait pas. Nos investisseurs ne voulaient pas. Donc, pour revenir à nos moutons de machine learning, les logiciels traditionnels, qu'est-ce qu'ils font? Les gens connaissent bien ça, il y a beaucoup d'informaticiens qui prennent des données, obtiennent des résultats, c'est assez straightforward, c'est un logiciel. Un magiciel, ce que ça prend, c'est que ça prend des données en entrée, ça prend un algorithme en entrée, puis ça sort un modèle. Ces modèles-là, c'est ça qui est toute la magie qui nous permet de faire des inférences et des prédictions sur des nouvelles données. Finalement, un modèle, tout ce que c'est un algorithme qui est mathématique, mais c'est un algorithme qui a la propension de se généraliser et de faire des choses merveilleuses, éventuellement dominer le monde. Les tâches classiques, je sais que depuis quelques années, tous les articles qui parlent de machine learning, ils répètent les mêmes choses, mais on va quand même le faire passer rapidement là-dessus. Les classes de machine learning sont les classes principales, l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé. En apprentissage supervisé, généralement, on a accès à
des étiquettes. Donc, chaque objet qui nous intéresse est accompagné d'une étiquette. Donc, chaque objet dans l'espace d'échantillonnage, donc les échantillons, ont une étiquette. Comme par exemple, on sait que sur la photo, il y a un chat. On sait que sur la photo, il y a un chien. Puis après ça, on va apprendre à prédire ça pour pouvoir sur ces données-là, puis ensuite pouvoir le prédire sur des données qu'on n'a jamais vues. La deuxième classe, l'apprentissage non supervisé. Moi, c'est vraiment, personnellement, c'est ça qui m'intéresse le plus parce qu'on n'a pas accès à des étiquettes, on va vraiment aller chercher la structure interne des données, la relation entre les éléments. Puis c'est extrêmement puissant parce que l'apprentissage supervisé ne scale pas vraiment. Ça fonctionne bien quand on est Google puis qu'on espionne sur tous nos utilisateurs pour pouvoir obtenir des données, mais si on veut extraire des connaissances, il faut penser un petit peu de manière supervisée ou de manière futée. Puis bon, il y a des sous-classes qu'on va voir un petit peu plus tard. Alors, on fait juste un petit exemple d'apprentissage supervisé qu'on a beaucoup aimé, nous, pour nous aider à comprendre. On a notre population d'intérêt qui est l'ensemble des muffins, des chihuahuas et des démons Baphomet. Baphomet le Juste, qui est un des représentants de l'école de l'Église satanique. Donc, on a une représentation numérique de cette population-là, qui sont les photos de Baphomet, de Chihuahua et de Muffin. On a un algorithme qui apprend à prédire la classe, donc qu'est-ce qu'il y a sur la photo. Puis là, ce qu'on peut se dire, c'est que si cet algorithme-là est bon pour prédire ce qu'il y a sur les photos, il a appris quelque chose sur la population en question. Et là, il a appris quelque chose, ben, c'est là toute la magie. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est des réseaux, c'est pas des démons. Donc, on va aller vers l'apprentissage non supervisé. C'est juste pour... Les gens connaissent bien le problème de classification. Maintenant, on va aller vers l'apprentissage non supervisé. Les classes de problèmes d'apprentissage non supervisé, on a, par exemple, le pattern recognition. Je n'ai pas réussi à le traduire en français. La détection de signaux remarquables, par exemple. Comme les détections de communautés sur des graphes. PageRank, par exemple, c'est de l'apprentissage non supervisé pour le... Donc, il y a des clustering, trouver des classes, des groupes de données qui se ressemblent à l'intérieur d'un ensemble de données. La détection d'anomalies, nous, c'est ce qu'on va aller voir un petit peu plus loin. Mais ce qui est vraiment de spécifique avec l'apprentissage non supervisé, c'est que ça va vraiment aller chercher la structure des données, les relations entre les éléments. Puis, et une fois que ça va avoir appris ça, donc on va avoir optimisé une tâche qui va nous permettre de faire ça, on va pouvoir faire des prédictions sur des nouveaux éléments relativement à cette structure-là qu'on a appris. C'est ça qui est extrêmement puissant parce qu'on n'a pas eu besoin d'avoir des humains généralement qui sont en Asie, qui vont cliquer sur des photos pour mettre des étiquettes. Ça se fait automatiquement. Les utilisations types de l'apprentissage non supervisé que les gens connaissent bien en cybersécurité, ben, c'est la détection de fraude, la détection d'intrusion sur des réseaux. Donc, on apprend un baseline de l'activité réseau, puis quand il y a quelque chose qui sort de ça, c'est une anomalie, on l'a détecté, puis on raise des millions. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la détection d'actifs juteux ou du gold nuggeting. Ça se traduit quand même bien, détection d'actifs juteux. Puis on va juste, rapidement, on va voir trois manières, parce que là, c'était super abstrait. On a parlé de machine learning, c'est une boîte noire qui fait des choses. On va réfléchir à trois manières qu'on pourrait utiliser pour faire la détection d'anomalies, étant donné une représentation numérique d'un actif. La première manière, la première famille d'algorithmes qu'on va regarder, on ne l'utilisera pas, on va la regarder parce que c'est la plus simple pour se mettre dans le bain. C'est la Distance-Based Anomaly Detection. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos points, nos objets, donc nos actifs. On va avoir une représentation numérique. On va définir une distance entre les points. Puis, tout simplement, les points qui sont les plus loin, ben, ça va être nos outliers. C'est simple. Le problème qu'il y a, c'est que c'est de la géométrie. Puis la géométrie, ça ne scale pas quand on augmente le nombre de dimensions, donc le nombre de choses qu'on regarde. Ça, c'est une propriété mathématique. Puis si on croit les mathématiques, ce qu'on fait, on ne peut pas augmenter le nombre de features qu'on observe en même temps. Donc, c'est un problème qui s'appelle la malédiction de la dimensionnalité. C'est Baphomet le Juste qui strike again. La deuxième méthode qu'on va regarder, qui est très à la mode en ce moment, c'est en utilisant des réseaux de neurones. Donc là, je ne ferai pas un récapitulatif de ce que c'est qu'un réseau de neurones, mais en gros, on a un input qui passe dans un réseau de neurones, puis qui sort en output. Un intrant, un extrant. Puis,
dans les auto-encodeurs, qui est une classe de réseau de neurones, la couche cachée du réseau, donc la couche interne du réseau, va être de dimension plus petite que l'intrant et que l'extrant. Puis le but du réseau, il va s'entraîner à recréer l'input en output. Il faut y penser 2 secondes, parce que là, ça fait de la compression. Puis si on est capable de décompresser, ça veut dire que l'information, finalement, était toute contenue dans le goulot d'étranglement qui est la couche interne. Là, l'hypothèse, finalement, c'est que si on réussit à faire ça, c'est que toute l'information est contenue dans la couche interne. Donc, la couche interne a appris quelque chose sur la structure des éléments, des éléments qu'on observe. Là, je sais de ne pas vous perdre, mais vous êtes tous des gens intelligents. L'idée, c'est que si le réseau est devenu bon pour faire ça, il connaît quelque chose sur les inputs, donc il connaît la structure des inputs. Si on met un élément qui n'est pas des inputs, il ne sera pas capable de reconstruire l'input. Donc, il va y avoir une grosse erreur de reconstruction. On va pouvoir utiliser cette erreur de reconstruction-là pour dire que c'est un élément, c'est un outlier. Ça fonctionne bien avec des données qui sont super structurées, quand on a beaucoup de données. On va faire un exemple parce que c'est beaucoup utilisé avec les images. Selon vous, je ne vais pas vous faire lever la main parce qu'on n'a pas le temps, mais quelle est la photo qui est un outlier si notre réseau a appris à reconstruire l'input? On va commencer. Ça ici, c'est vraiment une petite statuette de Baphomet, c'est la même qu'ici. Il a réussi relativement bien à reconstruire son input. Notre chèvre, il a quand même réussi à bien reconstruire l'input, un petit peu démoniaque, mais quand même, c'est pas si pire. Maintenant, la troisième, je ne sais pas si vous connaissez, lui, c'est le leader d'un Ponzi scheme qui s'appelle BitConnect, qui a fait énormément de bruit il y a quelques années. Très intéressant. Mais en fait, c'est lui notre outlier. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a le bras gauche levé, alors que le petit démon a le bras droit levé. C'est un outlier. C'était supposé être drôle. Ça a super bien fonctionné devant mes amis. Bon, on voudrait bien utiliser les réseaux de neurones pour faire ça. Le problème, c'est que ça demande énormément de données. C'est bien connu, là, les réseaux de neurones. Ça demande beaucoup, beaucoup de données. Ça demande des données structurées. Puis, c'est pas nécessairement ce qu'on a parce qu'on parle de régime de millions de données là, pour ça. Mais c'est très efficace. Donc, par exemple, pour les Deep Packet Inspection, pour les Intrusion Detection Systems, les systèmes de détection d'intrusion, je pense que ça fonctionne bien. Puis, d'après moi, il y a beaucoup de travail qui se fait là-dedans. Mais c'est des secrets professionnels généralement. La dernière méthode de détection d'anomalies qu'on va voir, c'est vraiment celle que nous, on a développée. C'est pas nous qui l'a développée, mais qu'on utilise à l'interne. C'est par principe d'isolation. Donc, le but, c'est vraiment d'isoler les points de manière intelligente. Donc, on va créer des arbres d'isolation, puis ensuite, avec ces arbres d'isolation-là, on va créer des forêts d'isolation. On va voir ce que c'est qu'un arbre d'isolation. Déjà, on va mettre nos actifs, parce que ce qu'on veut faire, c'est isoler les actifs réseau. On va prendre nos actifs avec leur représentation numérique, on va les mettre dans un graphe. Là, je vois déjà les petits futés d'entre vous qui se disent que l'axe des X puis l'axe des Y est inversé. Mais ça, c'est la liberté du mathématicien. Je peux bien faire ce que je veux, c'est pas un nom d'axe, c'est pas important. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un axe au hasard. Dans ce cas-là, on prend l'axe des Y, mais c'est vraiment au hasard. Puis, dans nos données, la représentation a beaucoup de dimensions en même temps. On fait juste en prendre 2. On prend un axe au hasard, puis on prend une valeur au hasard entre le minimum et le maximum des valeurs sur cet axe-là. Puis on va splitter, en bon français, les données en 2. On va faire ça de manière répétée jusqu'à ce qu'on ait isolé chacun des points. Puis en faisant ça, on va construire un arbre d'isolation à côté. Puis là, ce qu'on voit sur l'arbre, c'est les points qui sont isolés, un après l'autre, et ainsi de suite. On va aller jusqu'à isoler chacun des points. C'est un processus qui se fait assez rapidement. Puis là, ce qu'on va faire des arbres. Là, premier point, c'est aléatoire. Ça ne veut pas dire qu'on va. L'idée, c'est que ça devrait converger vers des points qui sont. Bon, je reprends. Le chemin dans l'arbre va être un indicateur de à quel point c'est un outlier, le point. S'il est plus court, le chemin, généralement, c'est parce que le point est plus facile à isoler. Mais comme c'est aléatoire, on n'a aucune garantie que c'est le cas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter le processus plusieurs fois, donc des centaines de fois, puis on va prendre la moyenne pour chacun des points du chemin. Puis là, étant donné un truc mathématique qui s'appelle la loi des grands nombres, ça devrait converger vers quelque chose
qui ressemble à une valeur avec laquelle on peut comparer deux points. Puis, encore une fois, on croit que les mathématiques sont correctes. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui nous démontre que c'est faux. Donc, si on prend le average path length, on devrait pouvoir comparer n'importe quel deux points puis pouvoir dire qu'un est plus facile à isoler que l'autre, donc un est un outlier. Cette technique-là de isolation forest, donc de forêt d'isolation, ça scale super bien à haute dimension. On n'a pas besoin d'énormément de données. C'est vraiment une solution magique au problème de malédiction de la dimensionnalité. Puis ça fonctionne extrêmement bien. C'est ça qu'on utilise à l'interne, puis on a des résultats phénoménaux. Maintenant, juste pour rappeler un petit peu l'intelligence artificielle, on voit des trucs assez flamboyants dans les nouvelles, puis les compagnies de technologie nous font beaucoup de promesses sur des choses vraiment fancy. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que à peu près tous les modèles de machine learning sont extrêmement simples quand on y pense comme il faut, mais ils exhibent des comportements assez flamboyants. Pour faire ça, tout ce qu'il faut, c'est piper des modèles ensemble, puis les mettre, les incruster dans un tout plus gros, qui n'est pas nécessairement du machine learning. Puis c'est vraiment ça la magie, c'est de réduire les problèmes complexes à des problèmes de représentation. Quand je dis représentation, c'est vraiment des représentations numériques, là, de features avec des nombres. Une fois qu'on a fait ça, généralement, un modèle simple peut suffire à faire quelque chose de vraiment funky. Donc là, à partir de là, on a développé Batea, qui est un outil qui permet, on récapitule, qui permet de détecter des actifs remarquables dans un réseau, étant donné une représentation ingénieuse. Puis on va discuter de ce que c'est qu'une représentation ingénieuse, puis qui permet de transférer, donc de généraliser ce qu'on a appris sur certains réseaux vers d'autres réseaux. Donc là, on rappelle le problème, c'est prioriser, c'est ce que je viens de faire. J'ai mal timé mes trucs. On veut prioriser les actifs réseaux en ordre d'intérêt pour un attaquant. Les problèmes qu'on a, c'est que tous les réseaux sont différents. Intéressant et très contextuel, donc ça va vraiment dépendre du réseau dans lequel on est. Puis, les réseaux peuvent être très larges, on peut avoir un très grand nombre de données. Les solutions qu'on a, avec lesquelles on vient de discuter, c'est que l'apprentissage non supervisé, ben, ça prend l'ensemble des données pour faire des prédictions sur chacun des points. Si on peut définir intéressant comme étant anormal, puis ça, c'est le design de représentation numérique, on va discuter de ça. En anglais, c'est feature engineering pour les gens qui lisent des articles de vulgarisation ou des articles de machine learning. C'est super important, c'est l'étape cruciale du machine learning. Puis, ben, pour ce qui est des gros réseaux, ben, le magiciel a la propriété d'être big data friendly. C'est le but de l'intelligence artificielle, c'est de traiter des grands nombres de données. Donc, on semble avoir un outil ou un toolset qui est propice à résoudre notre problème. Donc, ce qu'on veut finalement, c'est de mettre dans notre magiciel notre représentation du réseau. On lui donne aussi en input une forêt d'isolation. Puis ce qu'on a, ben, c'est un modèle de gold nuggeting, c'est merveilleux. Donc, le Batea, ben, comme je disais, est sorti sur GitHub, c'est très simple. On prend un rapport InMap, généralement en XML, mais on permet aussi d'avoir un CSV pour des fins de science. Mais on prend l'output XML de InMap, on met ça, on parse ça dans une représentation interne, donc un objet Python, parce qu'évidemment, c'est du machine learning, c'est tout le temps en Python. Puis ensuite, on fait des transformations numériques, on obtient une représentation matricielle du réseau. Puis je m'en allais dire un gros mot, mais on fout ça dans une forêt d'isolation, puis ça nous sort de la magie. Puis, ce qui est génial, c'est qu'on peut itérativement entraîner le modèle avec dans plusieurs mandats. Donc, à chaque fois que vous voyez un réseau, vous mettez ça dans le modèle, vous mettez ça dans le modèle, il devient meilleur, il devient un expert. Là, tout ce qu'il faut, c'est réfléchir aux représentations. Puis, bon, évidemment, on a des gold nuggets à la fin. Donc, comment est-ce qu'on ingénieur une représentation? Il faut une représentation numérique, c'est une matrice où chaque colonne, chaque rangée est un de nos actifs. Chaque colonne est une variable qui nous intéresse. Donc, par exemple, ben, ça, c'est un exemple un peu limité, là, mais par exemple, les adresses IP, le nombre de ports, l'entropie des ports, on va en parler un petit peu plus tard, quel type d'OS c'est. Mais les caractéristiques que les features doivent avoir, que les éléments d'intuition, disons, doivent avoir, il doit y avoir de la variance. Donc, ils doivent être assez spreadés pour quand on fait les cotes des arbres d'isolation, mais il y a une différence entre chacun des éléments.
Il doit y avoir de l'ordinalité. Donc, l'ordinalité, c'est un terme vraiment joli pour dire il y a un ordre entre les éléments. Donc, pour n'importe quel deux actifs, selon ce feature-là, on peut dire qu'il y en a un plus grand que l'autre. Donc, par exemple, le nombre de ports, ben, c'est facile, il y en a un qui a plus de ports que l'autre. Par exemple, l'adresse IP, mais on peut dire il est plus bas ou plus haut selon cet octet IP-là. Ou est-ce qu'il est Windows ou non, mais 1, c'est plus grand que 0. Mais ça a l'air stupide, mais c'est pas évident quand on veut dire, par exemple, l'OS, là, parce que Linux et Windows, on ne peut pas les comparer en ordre de grandeur, mais si on fait une colonne pour chacun, on peut. Donc, les features de base que Batea a implémentées, pour l'instant, le Batea vient de sortir. On a juste implémenté des features de base. L'idée, c'est d'avoir un peu de feedback de la communauté puis qu'ils viennent nous proposer des features de pentester. On a travaillé avec des pentesters, on est des partenaires, puis pour avoir des features qui sont intéressantes, mais il y en a évidemment plein qu'on n'a pas réfléchi. Puis il y en a plein qui sont spécifiques à certains mandats qu'on pourrait créer. Par exemple, si on veut chercher certains types d'actifs. Donc, les octets IP. Les octets IP, ça a l'air stupide, mais c'est super intéressant parce que ça définit beaucoup le contexte. Parce qu'on assume que des actifs qui sont sur le même subnet partagent un contexte, même si ce n'est pas voulu. Donc, s'ils sont en début de range, en fin de range, s'ils sont sur un autre subnet, mais qui ont les mêmes débuts les mêmes débuts d'adresse, c'est super intéressant au niveau de localité pour les algorithmes de machine learning. Le nombre de ports, le nombre de ports ouverts, le nombre de ports TCP, le nombre de ports TCP en bas de 1000, tout ça, c'est des features qui sont intéressants parce qu'ils donnent beaucoup d'informations sur l'utilisation de l'actif. Les noms de domaine, la complexité des noms de domaine, la longueur du nom de domaine, l'entropie des noms de domaine. L'entropie, c'est un concept assez mal compris, mais c'est la combinaison de surprises des éléments d'une chaîne de caractères. Fait que, par exemple, si c'est une chaîne de caractères aléatoire, on va dire qu'il y a beaucoup d'entropie. Si c'est dev1.delvsécurité.com, dev2, dev ou prod1, prod2, il n'y a pas beaucoup de surprises, les caractères reviennent souvent. Ça va ressortir selon cette métrique-là. Pour les systèmes d'exploitation, ensuite, on peut aller vers des informations plus spécifiques comme les ports de Windows Domain, 139, 145, 445, 53, tous ces trucs-là, on peut aller les chercher spécifiquement, créer des features avec ça. Les databases, puis là, il y a un range de database, ça, c'est 3306, il y en a plein des Elasticsearch, tout ça, on peut créer une colonne avec ça. Bon, des serveurs HTTP, on peut aller chercher non seulement juste les ports, mais les services. Fait que le nombre, des box Linux ont souvent énormément de serveurs HTTP. Mais ça, on peut créer un feature qui va chercher les serveurs HTTP indépendamment des ports, mais aussi un feature qui va chercher les combinaisons de ports et de services. Il faut juste être imaginatif. Le nombre de ports nommés, le contenu des bannières. Souvent, il y a des banners qui ont des caractères pas hexadécimales, mais binaires. Ça peut être ça peut trigger quelque chose d'intéressant. Donc, après ça, on peut aller faire des trucs avec des features qui sont des statistiques calculées sur la machine, comme par exemple l'entropie, le scattering des adresses IP, bon, des combinaisons inhabituelles de bannières. C'est tous des indicatifs qu'un actif peut être intéressant. Là, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait encore, mais que c'est sur le roadmap parce qu'on vit tous avec un temps limité. Mais piper des outils externes, donc par exemple des scripted maps custom, comme des scans de vulnérabilité, par exemple. On pourrait utiliser, par exemple, un outil comme Tachyon. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais Tachyon va aller chercher des fichiers oubliés, donc des slash, des trucs comme ça. On peut aller chercher ça, mais faire une représentation, rajouter ça, ça peut être super puissant parce qu'il n'y a pas de fin à ce design de représentation-là. Donc, voici un exemple de représentation numérique. On a utilisé l'entropie des ports, puis le nombre de services qu'il y avait sur la machine dans un petit réseau. Je pense qu'il y a 55 actifs. Puis on voit qu'il y a vraiment un pattern de cluster, de herd, puis quelques points qui sont isolés. Là, vous me direz, ben, Serge Olivier, on ne va pas trouver de la magie juste en regardant deux features, mais l'idée, c'est que l'arbre d'isolation, il prend toutes les features ensemble, puis on ne sait pas d'avance qu'est-ce qui va ressortir. Quel feature, quel élément d'intuition va faire en sorte que les éléments vont sortir. Ça va dépendre du réseau qu'on regarde, ça va dépendre quel réseau le modèle a vu dans sa vie. Puis il va vraiment développer une expertise avec le temps. Donc, juste un petit exemple de code, parce que dans une conférence de cybersécurité, il faut tout le temps du code. C'est vraiment un exemple de feature qu'il y a dans Batea, puis c'est super facile à faire.
Tout le vert, c'est de la docstring, c'est pas intéressant. Mais ce qu'on fait quand on construit un feature, c'est qu'on fait une petite fonction lambda qui prend l'ensemble des hosts qui étaient des objets Python, puis on fait une petite fonction, puis ça nous sort un chiffre. Tant que ça nous sort un chiffre, c'est correct. Ce chiffre-là, ça se peut que ce soit du gibberish, mais idéalement, il représente quelque chose d'intéressant, un peu pertinent. Si on sort un chiffre, mais on rajoute ça dans notre représentation numérique, puis on peut rajouter ça comme élément d'intuition pour trainer notre modèle. C'est vraiment simple. Il y a des non-programmeurs et des non-pentesters et des non-chercheurs en cybersécurité à l'interne qui ont réussi à comprendre comment ça fonctionne. Donc, si eux peuvent le faire, vous pouvez le faire. Donc, ça, c'était pour faire de la science, c'est important. Les scores qui sortent de Batea. Donc, l'output de Batea, ça va être chaque actif avec son score. Ça va être sorté le score le plus haut, donc le score d'anomalie. Le score le plus haut va sortir, puis ça va être nos gold nuggets. On peut dire top 5 ou top 10 gold nuggets. Donc voilà, je voulais juste avoir l'air intelligent. Vous pouvez aller voir, on a deux versions finalement de Batea. On a une version open source. Donc, vous avez juste le code pour construire le modèle. Vous pouvez l'utiliser à l'interne, vous pouvez l'extender. C'est une utilisation vraiment pour pouvoir pousser la réflexion plus loin. Mais sinon, on a à l'adresse juste ici, on a une version qui s'appelle Batea Live, puis c'est un modèle trainé sur l'ensemble des réseaux qu'on a vus. L'ensemble des réseaux bien structurés, là, il y a des réseaux de merde, on ne met pas ça là-dedans. Vous pouvez aller voir, j'ai fait un screenshot. Vous pouvez juste mettre votre fichier XML, vous cliquez sur le disclaimer, vous cliquez que vous acceptez qu'on prenne ces données-là pour pouvoir améliorer notre modèle, puis ça vous sort un output qui est l'ensemble des actifs sur votre réseau. J'ai pris un réseau aléatoire, vous ne voyez probablement pas grand-chose. J'ai pris un réseau, je suis tombé sur un réseau, puis j'ai sorti l'output, mais on voit qu'il y a du ESXi, il y a des bugs, c'est un réseau principalement Linux, fait que vous ne voyez pas. Mais ça, c'est l'output de base, mais on peut facilement aller chercher plus d'informations, donc dans de la verbosité pour l'ensemble des features, puis toutes les informations sur les ports, puis tout ça. Donc voilà, je vous invite à aller essayer ça. Puis ben, si vous voulez l'essayer si vous n'êtes pas trop frileux de partager vos données réseau, envoyez-les nous. On va pouvoir trainer notre modèle puis vous donner une partie de notre expertise. Puis sinon, ben, utilisez l'outil puis améliorez-le avec le temps. Ce serait super cool que la communauté embarque là-dedans. Merci beaucoup.